Bon, là, on a compris les différents types de diodes. Maintenant, ce serait intéressant si on voit des applications concrètes avec ces diodes. On a changé de place aussi en même Oui, temps. on passe à la pratique maintenant. À la pratique. Donc, il faut faire un petit changement pour les étudiants. Oui. On a dit, on n'a pas parlé de notre travail au niveau de classe inversée. Peut-être tu pourras prendre juste quelques minutes pour la classe inversée. C'est quoi l'avantage et c'est quoi la différence entre notre classe inversée et la classe inversée standard? Là, tout d'abord, classe inversée, ça veut dire que les étudiants vont pouvoir voir le cours à leur vitesse et ils vont avoir cet enregistrement. Et puis, nous, on va enrichir cela en leur donnant l'occasion de faire une partie de travail de laboratoire à distance pour compléter l'aspect théorique qu'ils vont voir à travers ces vidéos-là. Donc ça, c'est très important, le laboratoire à distance, qu'on appelle TELAD ou bien LAD, qu'ils vont faire avant de venir en classe. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, on commence les applications. Donc, on va prendre l'application au niveau de redresseur. Donc, on va prendre un exemple simple d'un redresseur monalternance. On a une diode, la charge, on a une source de tension ici de VI. Donc, notre objectif, c'est de savoir c'est quoi la sortie. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis dans une boîte la caractéristique de transfert. Et on va faire en classe comment on va trouver cette caractéristique de transfert. Donc, lorsqu'on a une tension qui est positive, c'est-à-dire à l'alternance positive ici, la diode va conduire, en supposant que la diode est idéale, la première approximation. Donc, lorsqu'on est en alternance négative, la diode ne va pas conduire. Donc, et vous allez voir que à l'alternance négative, la diode ne conduit pas. À l'alternance positive, la diode conduit. Et la tension au bord de la diode, on voit que c'est cette forme-là que la tension au bord de la diode va être mesurée en fonction du temps. Maintenant, ce signal-là a une composante continue qui est égale à 0,318 fois la valeur maximale du signal à l'entrée. Donc, on voit que... Alors ça, c'est une formule qu'on trouve par un calcul mathématique. Oui, c'est ça. C'est la valeur moyenne. Voilà. La valeur moyenne de ce signal-là est égale à 0. Par contre, la valeur moyenne de ce signal de sortie n'est pas égale à 0. Oui. D'accord? Donc, si on prend un redresseur de monoalternance, par exemple, négatif, c'est ça la configuration. Donc, la sortie va être vraiment l'inverse. Donc, en retournant un petit peu en avant, on voit que ça, c'est toujours la même chose pour un redresseur de monoalternance. La valeur moyenne, le courant est divisé par la résistance. C'est ça. OK? Et n'oublions pas que la fréquence du signal à la sortie a la même fréquence ou bien la même période que le signal à l'entrée. Maintenant, on peut parler d'un redresseur double alternance avec deux diodes. Donc, cette fois-ci, à l'alternance positive, c'est cette diode qui va fonctionner. Donc, on va avoir l'alternance positive qui va passer comme à la sortie. À l'alternance négative, c'est l'autre diode qui va fonctionner. Et à cause de la configuration, on va avoir le signal qui va être inversé, l'alternance qui va être inversée. On va avoir à la sortie un signal qui a cette forme-là. N'oublions pas que le transformateur qu'on utilise a une prise médiane, et ça c'est important, lorsqu'on utilise deux diodes. Ok, donc la valeur moyenne ici, on vient d'augmenter la valeur moyenne à 0,636. Donc, idéalement, notre but, c'est d'avoir une valeur qui est proche à 1. Avec deux diodes, on n'arrive pas à avoir un 1. Donc, il faut probablement mettre un filtre, un condensateur pour augmenter cette valeur-là. Mais du coup, la fréquence change maintenant. Oui, exactement. La période de ce signal-là est la moitié. Donc, la fréquence a doublé. D'accord? Maintenant, on peut avoir des redresseurs avec 4 diodes, qu'on appelle le pont de diodes. Et en pratique, le plus souvent, on utilise ces 4 diodes. Donc, à l'alternance positive, ce sont ces deux diodes-là qui vont conduire, D2 et D3. À l'alternance négative, ça va être ces deux diodes-là qui vont conduire dans cette façon-là. Et remarquez qu'ici, on n'a pas besoin d'une prise médiane si on va utiliser un transformateur. Donc, c'est quoi l'avantage de 4 diodes? C'est que, dans ce cas-là, au borne de chaque diode qui ne conduit pas, il va y avoir juste une tension maximale de la tension de l'entrée, c'est-à-dire la tension V va être présente au borne de la diode qui ne conduit pas. Alors que si on utilise deux diodes seulement, il va y avoir la tension VM multipliée par 2. Donc, il faut faire bien les calculs pour ne pas endommager la diode. Donc, qu'est-ce qui arrive si on veut augmenter cette tension d'essai à la sortie? Donc, on va filtrer. Donc, on va ajouter un condensateur simple. À l'aide de ce condensateur, on va minimiser l'ondulation à la sortie. OK? Donc, avant de comprendre c'est quoi cette ondulation, essayons de voir la définition de l'ondulation. En supposant qu'on a une ondulation qui est sinusoïdale, ce qui n'est pas le cas, mais on va faire une approximation. Ça, c'est la tension d'essai. L'ondulation est définie comme étant une ondulation pic-to-pic ou bien crête à crête. Donc, entre ce point et ce point-là, on va définir une ondulation qu'on appelle VR, ripple en anglais.
Donc, la moitié, ça va être VR sur 2. Donc, la tension DC, c'est la valeur maximale, moins la moitié de l'ondulation qui est égale à VR sur 2. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant si on utilise le condensateur? Donc, ça, c'est la configuration normale sans condensateur, sans filtrage. Donc, si on ferme l'interrupteur, c'est comme si on avait ajouté un condensateur. Ok? Donc, dans ce schéma-là, c'est pas tellement clair. Hein? Mais si on déforme un petit peu le circuit, ces deux circuits sont identiques. Hein? Là, on voit vraiment qu'on est en train d'ajouter une composante RSC. Donc, on pense à la constante de temps. Oui. Ok? Donc, qu'est-ce qui arrive? À l'alternance positive, la diode va conduire. En même temps, le condensateur va se charger jusqu'à son pic. C'est ça. Donc, arrivé à la valeur maximale, le condensateur est chargé à son maximum, mais l'entrée va commencer à diminuer. Donc, cette diode-là, à un moment donné, va arrêter de conduire. Donc, la conduction, c'est seulement durant cette période, cette courte période de temps, vous voyez ici, Oui. c'est durant cette période-là que la diode va conduire. Donc, il n'y aura pas beaucoup de force qu'on va demander de la diode. Donc, il va y avoir une conduction qui est très, très courte. Une durée de conduction. Une durée de conduction très courte. Et si on veut améliorer ou bien minimiser l'ondulation, Oui. il faut qu'on augmente la valeur de la capacité. c'est-à-dire il faut qu'on augmente la constante de temps pour avoir une décharge décharge beaucoup plus loin en fonction du temps. Donc, si c'est en monoalternance, le principe est la même chose. Donc, vous voyez que ici, je prends deux cas. Dans ce cas-là, la conduction est plus grande et l'ondulation est plus grande. Si on améliore l'ondulation, automatiquement, la conduction va être plus faible, le temps de conduction, mais le courant qui circule dans la diode va être plus grand. Donc, comme formule de design, comment on peut calculer cette ondulation? Donc, lorsqu'on est en monoalternance, la tension d'ondulation pic-to-pic, c'est donné par la valeur maximale du signal à l'entrée, divisé par sa fréquence à l'entrée, multiplié par la valeur de la résistance et le condensateur qu'on a ajouté. Donc, c'est une formule de design. Qu'est-ce qui arrive si on est en double alternance? Bon, en double alternance, c'est que la fréquence a doublé. Hein? Donc, dans la formule, on va ajouter le chiffre 2 ici. C'est 2 fois FI fois C. Ok, ça c'est dans le cadre du courant, mais en réalité on va utiliser la formule de la tension, c'est VM divisé par 2 fois FI fois la résistance fois le condensateur. Le courant vient du rapport VM sur R, c'est ça? Exact. Ok. Donc, comment on peut calculer la durée de conduction dans la diode? C'est cette formule-là qu'on va utiliser. Θ, c'est une grandeur qui est en radian, donc on peut le transformer en degrés. C'est l'ondulation divisée par la valeur maximale multipliée par 2, et le tout la racine carrée. Maintenant, il y a un point qui est très important, le facteur d'ondulation. Okay? Imagine qu'on va acheter deux chargeurs. Lequel est mieux que l'autre, on ne sait pas. Hein. Donc, il y a un facteur qui va déterminer lequel est mieux lorsqu'on regarde les spécifications techniques de cet élément, de ce composant. Donc, il y a le facteur d'ondulation qui est défini de la façon suivante. C'est l'ondulation en valeur efficace, RMS, divisé par la tension DC multipliée par 100%. Maintenant, pourquoi on dit RMS? Parce que la sortie n'est pas vraiment sinusoïdale, c'est sinusoïdal plus exponentiel. Ça, ouais. Des fois, on peut faire une approximation sinusoïdale, des fois, on peut faire une approximation triangulaire. Donc, dépendamment de la valeur de l'onde qu'on va choisir, les valeurs RMS vont changer. Idéalement, on peut faire une approximation qui est différente. On peut prendre, à la place de prendre RMS, on peut prendre juste l'ondulation, la moitié de l'ondulation. Donc, au lieu de dire VR, RMS divisé par VDS, on peut dire c'est VR divisé par 2 divisé par VDC. Okay? Donc ça, c'est une autre façon de le voir. Bon, maintenant, au laboratoire, les étudiants vont avoir besoin de 2 alimentations d'essai. Par exemple, plus ou moins 12 volts, ou bien des fois, ils vont avoir besoin juste de plus 5 volts. Comment on peut faire ça? Si, par exemple, on veut avoir une monopolarité, une polarité, par exemple, plus VDC, on utilise un pont et on a un filtrage, on obtient la tension DC qu'on cherche, avec une certaine ondulation, bien sûr. Si on veut avoir 2 polarités, plus DC, moins VDC, là, on est obligé d'utiliser un transformateur avec une prise médiane, et c'est cette configuration-là qu'on va utiliser. Parfait. OK, donc on va faire en classe un exemple où on va faire le design d'un condensateur, donc avec une charge, donc les données sont là. Je suggère fortement aux étudiants de commencer à faire l'exercice chez eux. Et en classe, on va valider leur compréhension. Parfait. Bon, là, un autre sujet là dit. Oui, c'est les régulateurs de tension. Oui. La deuxième, elle fait l'affaire pour maintenir
la tension stable autour de cette Oui. valeur. Je te donne un exemple. Supposons qu'on a eu une tension d'essai de 11 volts à la sortie du redresseur avec filtrage, avec une certaine ondulation, par exemple pic to pic 1 volt. Mais nos besoins ne sont pas 11 volts. On a besoin par exemple d'une tension de 9 volts. Comment faire ça? Donc on peut penser à utiliser une diode de Zener de 9 volts. Donc c'est ça finalement. La diode de Zener va agir comme un régulateur de tension. En pratique, on peut ne pas utiliser une diode de Zener parce qu'on a déjà des circuits intégrés qui contiennent la diode de Zener qu'on peut acheter à des prix qui sont vraiment modiques. Par exemple, si on a besoin d'une alimentation d'essai de plus ou moins 15 volts, il y a des circuits intégrés qui sont notés comme étant 78, 15, 79, 15. Donc 78, 15 c'est le plus 15 volts et 79, 15 c'est le moins 15 volts. Okay, mais pour l'instant, essayons de comprendre le fonctionnement de la diode de Zener et l'application de la diode de Zener. Donc là, je vous donne un exemple d'un régulateur de tension pratique avec, on n'a pas utilisé ici un pont de diode, mais ça peut être un pont de diode, le filtrage, ici le condensateur, et la charge RL. Donc, si on ajoute directement la diode de Zener, on peut brûler la diode de Zener, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la variation de la tension ici. Donc, on va mettre une résistance pour protéger la diode de Zener et vraiment pour mieux faire fonctionner le circuit au complet. Donc, ici, il faut faire le calcul de la valeur de cette résistance. Quelles sont les entrées qu'on a besoin pour faire le calcul? Premièrement, on sait que la charge peut prendre des valeurs différentes. Donc, il y a une valeur maximale et une valeur minimale. Par exemple, une des valeurs maximales, c'est un circuit ouvert. Oui. Et une valeur minimale, ça peut être un court-circuit. La diode de Zener, c'est quelque chose qu'on va mettre parce qu'on sait quelle tension on veut avoir au borne de la charge. Ça peut être 9 volts, ça peut être 15 volts, etc. Mais ici, on a une tension qui va varier entre Vmax et Vmin. Donc, toutes ces informations-là comme entrée vont nous permettre de calculer la valeur de la résistance. Donc, là, comment calculer cette valeur de la résistance? Premièrement, pour choisir la diode et utiliser la bonne diode, il faut qu'on sache c'est quoi la tension. Donc, on la connaît déjà. Il faut qu'on sache c'est quoi le courant maximum qui va circuler dans la diode. Et à partir de cette information-là, on va pouvoir dire au manufacturier quelle puissance on cherche pour la diode de Zener, PZ max. Donc cette formule est très importante. Normalement, pour savoir le courant maximal qui est donné par le manufacturier, quand est-ce que la diode va conduire en Zener, on va définir un courant minimal qu'on appelle IZ-min. Et normalement, on va prendre de 10% de la valeur de IZ-max. D'accord? Donc, comment déterminer la valeur de la résistance R? Donc, on vous laisse à faire cette analyse-là vous-même chez vous. On va revoir ça en classe. La résistance peut être obtenue à partir d'une de ces formules. Connaissant VI max, VZ, IZ max et Lmin, on va calculer la R. Ou bien, connaissant ces grandeurs-là, on va pouvoir calculer la valeur de la résistance R. C'est quoi le ILmin? Principalement, ILmin, c'est la tension de Zener divisée par la charge maximale. Et ILmax, c'est la tension de Zener divisée par la charge minimale. Donc, il y a deux choses à se rappeler. On a deux façons de faire. Premièrement, si on est en conception, il faut faire le calcul de cette résistance qu'on doit ajouter entre le filtrage et la diode de Zener. Donc, il faut utiliser ces deux formules-là, l'une de ces deux formules. Ou bien, si on est en train d'analyser, donc là, la diode de Zener est déjà donnée, donc la puissance est connue, etc. On va chercher la grandeur de la résistance. À ce moment-là, la résistance peut prendre deux valeurs limites, donc maximum et minimum. Donc, on a plus de flexibilité à ce moment-là. Bon, ici, je prends un exemple où on a fait avec une diode simple. Ici, on a pris une alimentation, une résistance et la diode. Ici, c'est une diode de Zener. Oui. Donc, on va toujours tomber avec la même situation. On a la caractéristique de la diode Zener, propre, plus on a la caractéristique du circuit, qui est représentée par cette droite ici. Et l'intersection va nous donner exactement le courant qui circule dans la diode et la tension qui est au borne de la diode. C'est pas exactement VZ, mais c'est proche à VZ. Donc c'est un peu la droite de charge qu'on a vu tout à l'heure. Exact, c'est la droite de charge statique. Ici, j'ai pris deux exemples, donc deux intersections. Donc ici, on a un courant de 5 mA avec une tension de Zener à peu près de 9,5. Ici, c'est à peu près 10 avec un courant de 10 mA. Bon, ici, un autre exemple intéressant que j'ai trouvé sur l'Internet, c'est que à partir d'une alimentation d'essai de 23 volts et
une protection une résistance de protection. On peut mettre plusieurs diodes, Zener ou bien diodes régulières, et on peut avoir différentes tensions. Ici, par exemple, en sortant à ce point-là, on peut avoir 5.1 volts. Ici, on peut avoir 5.1 plus 0.7, plus 0.7, plus 0.7. Ici, on peut avoir une diode de Zener de 12 volts. Donc, entre ce point-là et ce point-là, on peut avoir 12 volts. Entre ce point-là et ce point-là, on peut avoir la somme de toutes les tensions. 5.1, 12 volts, plus les 3 diodes de 0.7 volts. OK? Donc, cet exemple-là, on va faire en détail en classe. Donc, c'est un exemple typique. Et si on comprend cet exemple, on va faire n'importe quelle question, n'importe quel design lorsqu'on est sur le marché du travail. À la place, je répète, à la place de diode de Zener ici, on peut mettre un circuit intégré si on veut. Oui, maintenant, de plus en plus, justement, on a encore ces circuits-là qui sont très commodes, qui donnent une bonne qualité de signal et puis qui supportent aussi pas mal de courant. Mais il faut comprendre la base pour pouvoir faire la conception de circuits intégrés. À partir de cela, mais je pense que les choses seront plus claires quand on aura avancé aussi sur les transistors. Radi, n'oublions pas qu'on est en train de regarder l'électronique analogique. Oui. Mais il faut se rappeler que tous les circuits numériques, électroniques numériques, sont fabriqués à partir ou bien formés à partir des circuits analogiques. Donc, l'analogique est très importante. Oui, c'est la base de tout.